Avez-vous déjà remarqué que ce qui vous motivait autrefois a simplement cessé d'avoir du sens? Avez-vous déjà essayé de retrouver cette ancienne ambition et tout vous a semblé artificiel, presque forcé? Et le plus troublant, vous n'êtes pas vraiment triste, juste vide, comme si quelque chose d'essentiel s'était éteint en vous? Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est que l'éveil n'est pas un moment lumineux. C'est une rupture, et peut-être que le problème n'a jamais été un manque de sens, mais le fait que le sens que vous poursuiviez n'a jamais vraiment été le vôtre. Ce que vous ressentez n'est pas une perte, c'est l'effondrement d'un système auquel vous avez passé des années à croire comme s'il était votre identité. Et lorsque ce système s'écroule, la motivation disparaît avec lui. Il existe un type spécifique de silence qui commence à émerger lorsque l'éveil se produit. Non pas le silence extérieur, mais celui qui envahit vos réactions automatiques. Ce qui auparavant provoquait en vous de l'anxiété, de l'excitation ou un sentiment d'urgence, cesse simplement de provoquer quoi que ce soit de significatif. Vous continuez à répondre aux messages, à accomplir vos tâches, à maintenir l'apparence d'une personne fonctionnelle. Mais à l'intérieur, il y a une sorte de déconnexion progressive, comme si le système qui donnait de l'importance aux choses avait été désactivé sans avertissement. Et le plus perturbant, ce n'est pas l'absence de motivation, c'est l'absence de conflit. Parce qu'avant, même fatigué, vous luttiez contre vous-même. Il existait une tension constante entre ce que vous vouliez faire et ce que vous pensiez devoir faire. Cette friction créait du mouvement, créait de l'effort, créait l'illusion d'un sens. Maintenant, même cela a disparu. Vous regardez ce que vous avez construit, objectifs, plans, projets, et vous ne ressentez pas de rejet. Mais vous ne ressentez pas non plus d'adhésion. C'est comme observer votre propre vie de l'extérieur sans pouvoir accéder à l'élan qui semblait autrefois naturel. C'est ici que la plupart commettent une erreur critique. Ils tentent de diagnostiquer cela comme un problème. Vous commencez à vous demander si vous devenez apathique, paresseux, peut-être même dépressif. Vous essayez de consommer plus de contenu, de chercher de nouveaux objectifs, de vous réorganiser, de créer une discipline artificielle, n'importe quoi pour rallumer ce qui existait auparavant. Mais rien ne tient, parce que ce qui est mort, ce n'est pas votre motivation. C'est la structure psychologique qui la produisait. Pendant des années, parfois des décennies, vous avez fonctionné à l'intérieur d'un système invisible, un ensemble de valeurs, de peurs et de récompenses qui ont façonné vos choix sans que vous en soyez conscient. Ce système avait une logique claire. Si vous faites cela, vous serez accepté. Si vous obtenez ceci, vous serez suffisant. Si vous évitez cela, vous ne serez pas rejeté. Et cela fonctionnait. Cela fonctionnait parce que vous y croyiez. Cela fonctionnait parce que vous ne le voyiez pas. Mais l'éveil n'ajoute rien de nouveau. Il enlève ce qui recouvrait. Et lorsque cette couche tombe, vous commencez à voir l'origine réelle de vos motivations, non pas comme des idées abstraites, mais comme des expériences concrètes. La peur de ne pas être validé, le besoin d'approbation, la tentative silencieuse de compenser un ancien sentiment d'inadéquation, soudain, cette ambition qui semblait si noble révèle une autre racine. Cet effort constant expose une forme de désespoir que vous ne nommiez pas. Et cela change tout, parce qu'une fois que vous voyez la motivation comme une réponse à la peur, elle perd sa capacité à vous mouvoir de la même manière. Non pas parce que l'objectif a cessé d'être valable, mais parce que le carburant n'est plus invisible. Et la motivation basée sur la peur ne fonctionne que tant que la peur n'est pas remise en question. C'est le point exact où le sens commence à disparaître. Ce n'est pas que la vie est devenue vide, c'est que vous avez cessé de tout remplir automatiquement avec un sens emprunté. Maintenant, chaque action exige une question qui n'existait pas auparavant. Est-ce que cela vient vraiment de moi ? Ou est-ce seulement une répétition de ce que j'ai appris à désirer? Et cette question paralyse, parce que la plupart du temps, la réponse ne vient pas. Et lorsqu'elle ne vient pas, vous entrez dans un territoire que presque personne ne décrit avec honnêteté. Une phase où vous ne savez pas encore ce qui est vrai. Mais vous savez déjà que ce qui était avant ne l'était pas. Cet intervalle est inconfortable parce qu'il n'offre pas de direction. Il retire la direction, vous n'avez plus l'ancienne urgence qui vous poussait, mais vous n'avez pas encore accès à une nouvelle forme d'élan qui vous attire. C'est un espace intermédiaire, instable, silencieux et profondément ambigu. Et c'est là que surgit la sensation que rien n'a de sens. Mais ce qui se passe n'est pas une perte de sens, c'est sa suspension. L'ancien sens a été désactivé, le nouveau ne s'est pas encore formé. Et l'esprit, habitué à fonctionner avec des certitudes, interprète cette transition comme un échec. Mais ce n'en est pas un. Ce moment marque le début d'une rupture plus profonde. Vous ne réagissez plus automatiquement aux mêmes stimuli. Le système qui vous conditionnait a perdu de sa force. Et sans ce système, vous devez, pour la première fois, faire face à la possibilité que vous n'ayez peut-être jamais choisie de manière aussi consciente que vous le pensiez. C'est pour cela que cette étape semble vide, parce qu'elle révèle à quel point votre vie était remplie de schémas, et non de présence réelle. Et à mesure que cette prise de conscience s'approfondit, quelque chose d'inévitable commence à se produire. Vous ne pouvez plus soutenir le même récit sur vous-même. L'identité commence à échouer.
Et lorsque l'identité échoue, la motivation qui en dépendait disparaît avec elle. Ce qui déstabilise le plus dans ce processus, ce n'est pas le vide en soi. C'est de réaliser que vous avez été mu par quelque chose que vous n'avez jamais clairement nommé. Pendant longtemps, vous avez appelé cela de l'ambition, de la discipline, de la concentration. Mais si vous observez avec plus de précision, il y avait autre chose derrière tout cela. Quelque chose de plus silencieux, de plus ancien et de bien plus déterminant. La peur, pas la peur évidente, paralysante, mais une peur fonctionnelle, socialement acceptée, parfois même récompensée. La peur de ne pas être suffisant, la peur d'être ignoré, la peur de ne pas correspondre à l'image que les autres ont construite, ou que vous avez construite pour vous-même. Et cette peur ne vous bloquait pas. Elle vous poussait, elle créait de l'urgence, de la comparaison, elle créait ce besoin constant de prouver. Même si vous ne l'exprimiez jamais à voix haute, Carl Jung a observé ce schéma à maintes reprises chez ses patients. Des personnes hautement fonctionnelles, productives, apparemment bien adaptées, mais intérieurement organisées autour d'une tentative continue de compensation. Il ne s'agissait pas de conquérir quelque chose, il s'agissait d'éviter une sensation, et cela change complètement la nature de la motivation. Car lorsque vous agissez pour conquérir, il y a un choix. Mais lorsque vous agissez pour éviter de ressentir quelque chose, il y a une compulsion. Et une compulsion déguisée en but est l'une des formes les plus sophistiquées d'auto-illusion. Il existe un passage souvent attribué aux réflexions cliniques de Jung qui expose cette structure avec une précision troublante. Tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et dans ce processus, vous construirez des objectifs, des relations et des identités qui semblent être des choix libres, mais qui sont en réalité des réponses automatiques à des contenus que vous n'avez jamais eu le courage d'affronter directement. Ce type de structure ne se forme pas par hasard. Elle commence tôt, dans l'enfance, lorsque vous percevez, même sans le comprendre rationnellement, que certaines versions de vous sont plus acceptées que d'autres, que certaines émotions créent de l'inconfort chez les autres, que certains comportements sont validés. Alors vous apprenez à vous ajuster, vous apprenez à supprimer, vous apprenez à performer. Et, peu à peu, vous construisez une identité qui fonctionne. Elle fonctionne parce qu'elle vous protège, elle fonctionne parce qu'elle vous intègre. Mais elle a un coût invisible, elle n'est pas entièrement vous. Et le plus dangereux n'est pas de porter ce masque, c'est d'oublier que vous le portez. Parce que lorsque cela arrive, vous commencez à investir une énergie réelle dans des objectifs façonnés par une structure adaptative, et non par un choix conscient. Vous travaillez plus, vous faites plus d'efforts, vous vous exigez davantage, et vous appelez cela de la croissance. Mais dans de nombreux cas, ce n'est que le maintien d'un système interne basé sur l'évitement émotionnel. Le problème, c'est que ce système dépend de l'inconscience pour fonctionner. Il a besoin que vous ne voyiez pas clairement ce qui vous motive. Et c'est précisément cela que l'éveil supprime. Soudain, vous commencez à percevoir le schéma. Vous voyez que ce besoin constant d'avancer ne venait pas d'un désir authentique, mais d'une agitation intérieure jamais résolue. Vous réalisez que, même lorsque vous atteigniez quelque chose, le soulagement était temporaire, parce que ce qui était nourri n'était pas un sens, mais un vide. Et les vides ne se remplissent pas avec des réussites, ils se déplacent. C'est à ce moment que le mensonge commence à se dissoudre. Non pas parce que quelqu'un vous a trompé délibérément, mais parce que vous avez appris à fonctionner dans une logique qui n'a jamais été remise en question. Et lorsque cette logique devient visible, elle perd son pouvoir. Vous ne pouvez plus courir pour la même raison, vous ne pouvez plus vous pousser avec la même intensité, vous ne pouvez plus croire totalement à la narration qui vous soutenait. Et cela ne vous libère pas immédiatement, cela vous désorganise. Parce que, sans cette structure, vous ne savez pas quoi faire de votre propre énergie. Avant, tout était dirigé vers l'extérieur, objectif, résultat, reconnaissance. Maintenant, cette énergie commence à s'effondrer vers l'intérieur et révèle un territoire que vous avez évité pendant longtemps. Un territoire où il n'y a pas de performance, pas de validation, pas de direction claire, seulement la perception. Et c'est précisément pour cela que cette étape est si inconfortable, parce qu'elle vous oblige à faire face à une possibilité que presque personne ne veut considérer. Et si une grande partie de votre motivation n'avait jamais été réellement la vôtre? Et si ce que vous appeliez un but n'était qu'une réponse sophistiquée à la peur de ne pas être celui que vous pensiez devoir être? Cette question ne paralyse pas par manque de réponse. Elle paralyse parce que, au fond, vous avez déjà commencé à voir la réponse émerger, même si vous ne pouvez pas encore la soutenir pleinement. Et c'est ici que la structure commence réellement à s'effondrer. Non seulement la motivation, mais l'identité qui la soutenait. Il existe un moment après la rupture où vous réalisez que vous ne pouvez plus revenir en arrière, mais que vous ne pouvez pas non plus avancer. C'est ici que le vide cesse d'être un concept et devient une expérience concrète. Vous vous réveillez et il n'y a aucune urgence. Les tâches existent, mais elles ne vous appellent pas. Les possibilités sont là, mais elles ne suscitent aucun désir réel. Et le plus déconcertant,
Il n'y a pas de souffrance assez intense pour justifier cela. Vous n'êtes pas en effondrement émotionnel. Vous êtes neutre, mais c'est une neutralité lourde, comme si la vie avait perdu de sa densité. Carl Jung a décrit cette étape avec une précision presque clinique en utilisant le terme nigredo emprunté à l'alchimie, le stade de décomposition totale de la matière avant toute transformation réelle. Et le problème, c'est qu'en dehors de ce contexte symbolique, personne ne vous y prépare. La culture vous apprend à chercher un but, mais elle ne vous apprend pas ce qui se passe lorsque l'ancien but meurt et qu'aucun nouveau ne prend sa place. Alors, vous interprétez mal. Vous pensez régresser. Vous pensez avoir perdu quelque chose d'essentiel. Vous pensez devoir vous réparer. Mais ce qui se passe n'est pas une régression, c'est une désintégration. Et la désintégration n'a rien d'esthétique. Il existe un passage dense dans les réflexions de Jung qui expose cette phase sans l'adoucir. Cette confrontation avec l'inconscient, cette descente dans les couches les plus sombres de la psyché n'est pas un processus d'illumination progressive, mais une dissolution. L'individu perd ses repères habituels, ses certitudes, son orientation. Il se trouve dans un état où il ne peut plus faire confiance aux anciennes valeurs, mais ne possède pas encore de nouvelles. C'est un état de suspension où le sens ne peut être trouvé parce qu'il est encore en train de se former dans les profondeurs invisibles de l'esprit. C'est exactement ce que vous vivez. Un état de suspension, vous n'avez pas perdu le sens, vous avez perdu l'accès immédiat à lui. Et cela crée un inconfort particulier, celui de ne plus pouvoir justifier votre propre existence dans les termes qui fonctionnaient auparavant. Avant, vous saviez pourquoi vous faisiez quelque chose, même si la justification était superficielle. Maintenant, toute explication semble insuffisante ou simplement fausse. Et cela affecte même les décisions les plus simples. Vous commencez à hésiter, non pas par manque de capacité, mais par manque d'alignement. Rien ne semble totalement vrai. Et quand rien n'est suffisamment vrai, chaque choix paraît arbitraire. C'est le point où beaucoup entrent dans un désespoir silencieux. Parce qu'à l'extérieur, rien n'est assez mauvais pour demander de l'aide. Mais à l'intérieur, tout a perdu sa cohérence. Et sans cohérence, il n'y a pas de mouvement durable. C'est pourquoi ce vide est si mal interprété. Il n'est pas une absence de vie, il est un excès de perception. Vous voyez plus qu'avant, mais vous ne savez pas encore quoi en faire, et pendant que cette réorganisation se produit, l'esprit tente de combler l'espace. Il essaie de créer rapidement de nouveaux objectifs. Il cherche n'importe quoi qui puisse restaurer une sensation de direction. Mais rien ne tient, parce que toute motivation construite à ce moment porte encore les traces de l'ancienne structure. Et vous le percevez. Vous percevez quand vous forcez, vous percevez quand vous essayez de vous convaincre, vous percevez quand l'action ne vient pas d'un endroit réel, et cette lucidité constante vous empêche de vous tromper comme avant. C'est pour cela que cette étape ressemble à une impasse. Mais ce n'en est pas une, c'est un intervalle. Un espace où l'ancienne identité n'organise plus votre vie, et où la nouvelle n'a pas encore pris assez de forme pour le faire. Et cet intervalle a une fonction, même si elle est inconfortable. Il vous empêche de reconstruire trop vite. Il vous force à ne pas répéter automatiquement les mêmes schémas sous une nouvelle apparence. Il ralentit. Et ce ralentissement est ce qui permet à quelque chose de différent, de moins réactif, de commencer à émerger. Mais ce quelque chose n'apparaît pas sous pression. Il ne répond pas à l'urgence. Il ne se révèle pas à celui qui tente de le contrôler. Il exige ce que la plupart évitent. Rester dans l'inconfort sans fuite immédiate. Et c'est ici que presque tout le monde échoue. Parce que rester dans ce vide, sans le remplir, sans fuir, sans revenir en arrière, exige une stabilité intérieure qui est encore en train de se construire. Alors la tendance est d'en sortir le plus vite possible, revenir à l'ancien, ou inventer quelque chose de nouveau, superficiellement similaire, mais toute sortie précipitée interrompt le processus. Parce que ce qui est en train de se former ici ne peut pas être atteint avec la même logique qui vous a amené jusqu'ici. Ce vide n'est pas une erreur sur le chemin. Il est le chemin lui-même dans sa partie que personne ne romantise. Et la question qui commence à émerger, encore sans forme claire, est différente de toutes les précédentes. Ce n'est plus « que dois-je faire ?» ni « qu'est-ce qui va fonctionner ?» C'est quelque chose de plus silencieux et beaucoup plus difficile à répondre « qu'est-ce qui, en moi, est encore vrai ?» Même sans récompense, sans reconnaissance, sans garantie. Et cette question n'accepte pas de réponse rapide. Elle exige du temps, elle exige de l'écoute, elle exige un type de présence qui ne peut pas être simulé. Et c'est précisément de cette écoute que quelque chose commence à bouger, pas comme avant. Plus lentement, plus subtilement, mais pour la première fois, sans être basé sur la fuite. À un moment donné, et presque toujours sans annonce, quelque chose commence à changer. Pas de manière dramatique, pas comme cette ancienne explosion de motivation qui vous poussait à agir par urgence. C'est plus subtil que cela, presque imperceptible. Un léger déplacement intérieur, comme si, au milieu du silence, une direction commençait à se dessiner. Non comme un ordre, mais comme une inclination. Vous ne décidez pas d'agir, vous vous surprenez, intéressé. Et cet intérêt n'a pas la même nature qu'avant. Il n'est pas chargé d'attente, il ne promet pas de résultat, il n'exige pas de reconnaissance.
il apparaît simplement. Et si vous observez attentivement, vous remarquez une différence fondamentale. Il ne naît pas d'un manque, il ne cherche pas à combler un vide, il ne tente de compenser quoi que ce soit. Il vient d'un autre endroit. Carl Jung appelait ce mouvement une approche du self, non pas le moi construit socialement, mais une structure plus profonde antérieure au besoin d'approbation. Et ce qui en émerge ne ressemble pas à de l'ambition. Cela ressemble davantage à de la cohérence. Il existe un passage attribué aux notes les plus introspectives de Jung qui saisit cette transition avec une clarté troublante. Ce qui émerge du centre ne crie pas, n'exige pas, ne rivalise pas. Il s'impose par sa propre nature. Et lorsque l'individu commence à agir à partir de ce point, une étrange sensation d'inévitabilité apparaît, comme s'il ne choisissait pas un chemin, mais reconnaissait quelque chose qui a toujours été là, attendant d'être vécu. Cette reconnaissance ne s'accompagne d'aucune garantie. En réalité, elle entre souvent en conflit avec tout ce que vous avez appris à valoriser. Parce qu'elle n'est pas stratégique, elle n'est pas optimisée, elle ne répond pas à la logique du statut ou de la validation, et pour cette raison même, au début, vous doutez. Cela semble trop petit, trop insignifiant, sans impact suffisant. Mais ce que vous continuez à faire, sans même vous en rendre compte, c'est mesurer ce nouvel élan avec les anciens critères. Des critères construits à l'intérieur d'une structure qui s'est déjà effondrée. Et c'est précisément là que beaucoup interrompent le processus. Ils ignorent ce qui est subtil parce que cela ne semble pas assez grand. Ils rejettent ce qui est authentique parce que cela ne semble pas assez utile. Et ils retournent lentement vers des schémas plus familiers. Mais lorsque vous n'interrompez pas, lorsque vous permettez à cet élan d'exister sans avoir besoin de le justifier immédiatement, quelque chose de différent commence à se produire. Vous commencez à agir sans le même niveau de résistance intérieure. Non pas parce que tout a désormais du sens, mais parce que, pour la première fois, il n'y a plus de conflit entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. Et cela change la qualité de l'action. Avant, agir demandait un effort constant pour soutenir une narration. Maintenant, agir se fait avec moins de friction, non pas sans difficulté, mais sans contradiction, et cette différence est structurelle, parce que l'ancienne motivation nécessitait un entretien constant. Elle dépendait de la comparaison, de la validation, de la pression. Cette nouvelle forme, non. Elle est plus lente, moins prévisible, et à première vue, moins impressionnante, mais elle possède quelque chose que l'ancienne n'a jamais eu. Une stabilité intérieure. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre en permanence. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler pourquoi vous faites cela. Il y a une sensation discrète d'alignement, comme si, même sans tout comprendre, cela était suffisant. Et ce suffisant est quelque chose que l'ancien système ne reconnaissait pas, parce qu'il fonctionnait selon la logique du « ce n'est jamais assez ». Ce nouvel élan ne remplit pas immédiatement le vide, mais il commence à l'occuper différemment. Non pas en le comblant, mais en le réorganisant. Peu à peu, de petites décisions commencent à refléter quelque chose de plus authentique. De petits mouvements commencent à pointer vers des directions que vous n'auriez jamais envisagées auparavant et sans vous en rendre compte, vous commencez à construire quelque chose de nouveau. Non pas comme un projet, mais comme une conséquence. Et voici le point le plus inconfortable. Cela ne paraîtra pas grandiose au début. Cela ne ressemblera pas à votre but de vie. Cela ne viendra pas avec une clarté absolue. Cela semblera simple, presque banal, mais c'est précisément pour cela que c'est réel. Parce que tout ce qui était trop amplifié reposait sur quelque chose que vous avez déjà vu ne pas tenir. Ce qui vient maintenant n'a pas besoin de paraître important. Il doit simplement ne pas être faux. Et cela exige un changement silencieux de posture. Cessez de chercher l'intensité et commencez à reconnaître la constance. Cessez de demander « est-ce que cela va fonctionner ?» et commencez à observer « est-ce que cela a du sens ?» même sans garantie, car c'est dans ce type de réponse, discrète, non spectaculaire, que le nouveau commence à se consolider. Et avec le temps, quelque chose qui paraissait fragile au départ commence à prendre forme. Non pas comme une explosion de motivation, mais comme une direction qui ne dépend plus de la fuite. Et peut-être est-ce là la partie la plus difficile à accepter, que ce qui vient réellement de vous n'a pas besoin de vous pousser avec force, parce que cela ne cherche pas à vous sortir de là où vous êtes. Cela cherche à vous aligner avec cela. Peut-être que ce qui dérange le plus dans tout cela, ce n'est pas le vide en lui-même, mais la prise de conscience que vous ne pouvez plus redevenir celui que vous étiez avant. Vous avez vu trop de choses, vous avez vu ce qui vous animait, vous avez vu ce qui soutenait vos choix, vous avez vu à quel point votre vie était une réponse et non une décision. Et maintenant, même sans avoir toutes les réponses, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. Le fait que continuer en pilote automatique n'est plus une option viable. Carl Jung insistait sur une idée que la plupart cherchent à éviter. La souffrance psychologique ne réside pas seulement dans le chaos, mais dans le refus d'écouter ce que le chaos révèle. Et ce que tout ce processus expose n'est pas une erreur sur votre chemin. C'est le démantèlement de quelque chose qui devait tomber. La motivation que vous avez perdue n'était pas stable. Le sens qui a disparu n'était pas solide.
L'identité qui a commencé à vaciller n'était pas complète, et ce qui émerge à la place n'arrive pas tout fait. Cela ne vient pas avec des garanties, cela ne vient pas avec des applaudissements, mais cela vient avec quelque chose que vous n'avez peut-être jamais expérimenté de manière constante, la cohérence. Et maintenant, la question n'est plus de trouver un grand but, mais de soutenir de petites vérités sans avoir besoin de les déformer pour correspondre à ce que l'on attend de vous. Alors, avant de partir, voici une dernière question, non pas pour y répondre maintenant, mais pour l'observer dans les prochains jours, si personne ne regardait, si rien ne pouvait être validé, s'il n'y avait ni gain, ni statut, ni reconnaissance, qu'est-ce qui, malgré tout, continuerait à avoir du sens pour vous? Si ce contenu vous a touché à un certain niveau, ne répondez pas trop vite. Laissez cette question rester. Et si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires un seul mot qui décrit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, pas pour les autres, mais pour commencer à nommer ce qui n'était jusqu'ici qu'une sensation. Merci d'être resté jusqu'ici, parce que rester, quand tout en vous demande de se distraire, est déjà en soi un signe que quelque chose en vous ne veut plus vivre en pilote automatique. Et cela, même si c'est encore confus, est déjà le début de quelque chose qui ne dépend plus de la fuite.